Bonjour, je vous présente cet ouvrage d'Ernest Cassirer, La philosophie des formes symboliques, tome 3, La phénoménologie de la connaissance. Travail de 20 ans de systématisation philosophique. L'image théorique du monde au centre de l'enquête. Dans ce troisième tome, il tire les conséquences des résultats obtenus et exposés. Signification première de la phénoménologie qu'a instituée Hegel. Présupposé primordial de la connaissance philosophique, la vérité est le tout. Seul ce déploiement constitue l'être et l'essence de la science même. Combiner étroitement la réflexion historique. Volume terminé en 1927 et repoussé. Exhortation à chercher en philosophie depuis Héraclite. Spinoza, il appartient à l'essence de la lumière de s'éclairer elle-même comme elle éclaire l'obscurité, auto-attestation immédiate de la vérité et de la réalité. Parménide devient le fondateur de tout rationalisme en philosophie. Berkeley remplace la proposition parmédienne de l'identité entre pensée et être par l'équation première esse-percipi. La philosophie atteint ce que la science seule est incapable d'atteindre jamais. Affirmation de soi, organe propre de la connaissance du réel. Dégoûté du dogmatisme qui ne nous apprend rien et du scepticisme qui ne nous promet rien du tout. Avec Kant, la sensation y apparaît comme le pur et simple donné. Le « je pense », expression de l'apperception pure, doit accompagner toutes mes représentations. Au sein de cette dynamique, dans l'incessante mobilité de l'esprit, toute vision, selon Goethe, tourne en contemplation. Toute contemplation en réflexion, toute réflexion en synthèse, ainsi nous théorisons. Goethe, propos de sa préface à la théorie des couleurs. Le mythe reste pris dans le monde du devenir et de l'apparence, tandis que la vérité de l'étant se saisit uniquement dans le pur concept. À son tour, Galilée sépare les déterminations objectives de celles qui sont purement subjectives, les qualités premières des secondes qu'il réduit à de simples noms. Nous devons chercher l'immédiateté authentique en nous-mêmes et non à l'extérieur. La théorie de Berkeley en appelle à l'expérience interne contre l'expérience externe, à la psychologie contre la physique. La théorie de Bergson aboutit à la plus radicale des récusations contre la valeur et la légitimité de toute formation symbolique. Schelling, comme Bergson, voit dans la nature une évolution créatrice qui se ramène à une évolution vers l'esprit. Leibniz est le premier dans l'édification de sa logique à avoir dégagé les conséquences de la relation nécessaire qui unit la logique des choses à la logique des signes. Dans le registre des mouvements expressifs établi par Köhler pour les chimpanzés, présente une diversité extrême, grâce à laquelle les animaux se comprennent réciproquement, sans qu'il puisse être question ici d'aucune espèce de langage entre eux. La vision pure l'emporte sur l'analyse et sur l'abstraction. C'est l'image qui découvre et fait connaître l'essence vraie. Tout rite d'envoûtement par l'image repose sur la présupposition que dans les images, le magicien possède l'essence, l'âme des objets, et non pas des copies mortes. Chez les Égyptiens, la statue d'un dieu dans un temple contenait l'esprit du dieu qu'elle représentait. Des fils invisibles lient tout à tout, et cette liaison, cette sympathie universelle, possède elle-même un caractère flottant, étrangement impersonnel. Chaque impression sensible est pour l'animal dans la forme où elle vient à la conscience, étroitement liée d'emblée à la représentation d'un quelque chose de vivant, en correspondance avec elle de sa propre intériorité. La vie de l'esprit présent, explique Hegel, est une révolution de degrés, qui d'un côté coexistent encore et de l'autre seulement apparaissent comme passé. La réalité, Husener l'a montré avec sa distinction des dieux momentanés et des dieux spéciaux et démoniaques. L'intuition de soi-même comme d'une essence singulière, précise et bien délimitée, est le terme, le fruit mûr d'un processus de création où l'esprit s'active et se tape à naître. Pour Klages, les pures expressions vécues constituent le point archimédien à partir duquel il essaie de faire basculer le monde de l'ontologie
Abolissons la séparation entre corporel et psychique. La question du rapport entre langage et pensée est aussi vieille que la philosophie. Ici s'éveille l'émotion philosophique de l'admiration. Le langage a créé la raison. Lazarus Geiger. Descartes lie de la façon la plus étroite l'analyse du concept d'espace à celle du concept de substance. Il y a une unité et une corrélation méthodologique qui reflètent parfaitement la connexion ontologique et métaphysique des problèmes. Espace pur du géomètre Descartes et espace absolu du physicien Newton. Plus la conscience progresse dans sa formation et dans son organisation, plus ses contenus singuliers deviennent significatifs, c'est-à-dire aptes à en montrer d'autres, et plus grandit sa liberté de changer une forme en une autre grâce à une modification de la vision. Dans l'intuition du temps, l'image est un produit de la faculté de l'imagination productive. Kant ajoute que notre entendement est un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine. Art dont il sera toujours difficile d'arracher le véritable secret à la nature pour l'exposer à découvert devant les yeux. Si nous prenons l'instant présent d'une manière strictement ponctuelle, il cesse d'être un terme de la série du temps et tombe sous le coup de l'antique aporie de Zénon. La flèche qui vole reste en repos, puisqu'en chaque point de son trajet, elle n'occupe qu'une place unique, et ne se trouve pas en situation de devenir, de translation. C'est en toi, mon esprit, que je mesure les temps. L'esprit unit en son sein le présent, le passé et le futur, l'avenir. Cependant, l'intuition du présent dure, car elle continue d'être même quand le présent est déjà parti. Saint Augustin souligne que l'attente appartient à la caractérisation de la conscience du temps avec la même nécessité que le souvenir. Le véritable temps historique n'est jamais un simple temps de devenir. La conscience du vouloir et de l'accomplir rayonne dans celui de la contemplation. Le véritable moi n'est pas celui qui saisit et opère extérieurement dans l'action, mais celui qui est capable de regarder en arrière dans le temps grâce au souvenir pur et de se retrouver soi-même dans la profondeur de ce dernier. La vision pure remplace l'agir quand notre présent se pénètre du passé et que tous deux sont vécus comme unité immédiate. Comme l'énonçait saint Augustin, il n'y a pas trois temps, mais un seul, le présent, qui est à la fois présent du passé, du présent et du futur. Selon Bergson et l'élan vital, la rétrospection du passé bénéficie d'une transfiguration philosophique qui nous mène jusqu'au fondement ultime du moi. Pour Platon, le démiurge divin procède comme le menuisier qui façonne sa forme de vision, le regard tourné vers l'idée du bien, comme original et patron et guide qui détermine sa création. Bergson conteste cette idéalité de l'action. Pour lui, toute action est en dernier ressort fondée exclusivement sur le besoin sensible. L'intuition pure qui nous ramène au passé s'oppose radicalement à tout genre d'intention visant l'avenir étendu vers lui. Le moi change sa propre histoire qui connaît une intensification et une sublimation progressive au fur et à mesure qu'il anticipe l'avenir et s'y déploie avec plus de liberté, d'ampleur et d'audace. L'entendement ressemble à un magicien qui animerait la sensation morte et l'éveillerait à la vie de la conscience. Le maintenant est rempli et saturé du futur. Praegnant futuri, suivant les termes de Leibniz. Le chemin d'en haut et le chemin d'en bas ne font qu'un, dit Héraclite, et cela se vérifie dans le domaine de la science. La construction du monde perceptif a pour condition l'organisation interne de l'ensemble des phénomènes sensibles. Les directions cardinales prises une à une n'ont pas de valeur absolue, mais seulement une valeur relative, et elles peuvent varier selon le point de vue envisagé. L'espace n'est plus une coquille vide, mais un ensemble idéal de possibilités, ainsi que l'appelle Leibniz. Selon Wundt, les deux extrémités contraires du développement de la pensée commenceraient par le concept logique pour terminer par le concept scientifique. La langue symbolique du calcul logique vient en aide à l'analyse de signification, car il nous met sous les yeux la différence mentale en question. Tout concept renferme, à côté d'une assertion sur l'être, une multitude d'assertions sur le non-être. Tout est
D'une proposition prédicative, tout doit être pleinement compris, se penser dans sa corrélation à un n'est pas. Toute l'histoire de la science enseigne le rôle éminent que peut avoir la conception du non possible, le laisser libre de combiner jusqu'à des contradictoires. La diversité, le mouvement, le passage d'un degré à un autre semblent tous échoir à la seule conscience et non pas concerner l'être vers lequel elle se dirige et qu'elle s'efforce d'exprimer. Ce quelque chose dont le concept exprime une telle nécessité de synthèse Kant, la réalité comme postulat de la pensée empirique. La théorie de Helmholtz a recours au concept du signe, la sensation sert de signe. Un concept, déclare Burkhardt, est une structure relationnelle qui peut se rapporter indifféremment à toute une variété d'êtres. Ce concept devient pour notre pensée une unité. Par rapport aux concepts mathématiques et physiques, note Vossler, toutes les langues sont sur le même pied d'extériorité. Un des traits les plus marquants des mathématiques modernes est que, reconnaissant cette universalité logique du pur concept du nombre, elles construisent sur cette base leur système d'analyse. C'est un vieil adage, lit-on chez un fragment de Leibniz sur la caractéristique universelle, que Dieu a tout créé selon la mesure, le poids et le nombre. Frege définit le nombre comme propriété d'un concept. Si on entend l'être logique au sens de Rickert, on envisage l'identité et la différence comme les seules catégories logiques. On doit à Russell d'avoir montré que le concept d'un ordre entre éléments est réductible analytiquement à l'existence entre eux d'une relation transitive, asymétrique et présuppose nécessairement une relation de cette forme. Le fameux programme d'Erlangen de Felix Klein montre comment la forme intérieure de la géométrie se transforme et se subordonne à la théorie des invariants à titre de cas particulier. Pour Spinoza, Hobbes, Schillerhaus et Leibniz, le problème de la définition génétique, ou comme il appelle causale, acquiert une signification philosophique et systématique qui déborde de loin le domaine des mathématiques. Leibniz leur assigne une place dans la construction d'ensemble de la logique. La connaissance humaine ne peut s'acclimater et prendre fermement pied dans la région des objets intelligibles, des mathématiques, que si elle ne dédaigne pas le recours des signes sensibles. Leibniz, avocat du formalisme, ne sépare pas connaissance intuitive et symbolique, au contraire, il les associe. Descartes distingue deux sources premières de la certitude mathématique, l'intuition et la déduction. La limite et l'illimité sont des deux pôles de l'être et les deux pôles du savoir. Certitude pythagoricienne de cette harmonie, la découverte des nombres idéaux par Kummer a agi dans le même sens à l'intérieur de la théorie des nombres. Toute l'extension prise par le concept du nombre au cours de l'histoire de la pensée mathématique, avec le passage de l'entier à la fraction, du rationnel à l'irrationnel, du réel à l'imaginaire, permet d'expliciter l'essence même du nombre et d'en saisir avec toujours plus de profondeur l'universalité objective. Comme Héraclite avec le chemin vers le haut et le bas, dit de la physis, dans un monde idéal des concepts mathématiques, le chemin vers la périphérie et vers le centre sont des chemins identiques. Pas de conflit entre la tendance centripète de la pensée et centrifuge, tous deux se requièrent et se favorisent mutuellement. Avec l'élaboration par Poncelet de la géométrie projective, l'imaginaire s'annexe la théorie de l'espace et engendre une forme entièrement neuve d'analyse géométrique. Leibniz, pour justifier son introduction et son emploi des grandeurs infiniment petites, s'appuie sur l'exemple des imaginaires, logiciens idéalistes. Le vrai miracle intellectuel des mathématiques, loin de trouver jamais sa fin en elles, s'y renouvelle constamment à un degré toujours supérieur. Mais toute maîtrise intellectuelle paraît abolie dès que, franchissant le seuil des mathématiques, on ose passer de l'idéal au réel. Car la pensée, sans renoncer dès qu'elle passe du domaine des objets mathématiques à celui des objets physiques, cherche à vérifier ses présupposés en les confrontant à la résistance même que leur oppose le donné. Poincaré remarque que Carlyle dit que le fait seul importait. C'est là le langage de l'historien.
Là où la pensée physique ne prétend pas concevoir un événement en termes de stricte causalité et se contente de poser des règles statistiques, elle n'en est toujours pas moins tournée essentiellement non pas vers l'événement lui-même, mais vers la régularité de l'événement. Pour Mach, l'établissement de la loi de la chute ne signifie en réalité rien de plus que le recueil abrégé d'un grand nombre d'observations particulières et concrètes, commune expression de langage. La forme de la loi de Galilée, E égale 1/2 de GT2, n'est alors que la désignation condensée pour une table dans laquelle certaines valeurs de T correspondent à certaines valeurs de E. La philosophie des formes symboliques nous a montré à chaque étape que le signe n'est jamais une simple enveloppe accidentelle et extérieure de l'idée, et que c'est une certaine orientation, une tendance et une forme première de la pensée même qui s'exprime dans son usage. À chaque classe particulière de perception, on se contenterait de faire correspondre un substrat particulier, qui seul serait l'expression complète de sa réalité authentique et proprement physique. Le langage ne saurait s'en tenir à désigner des impressions ou représentations données, et l'acte de simple dénomination implique toujours en même temps un changement de forme, une conversion de l'esprit. Le nombre découvre réellement la force intellectuelle et la richesse intérieure qui recèlent en son fond. L'histoire des sciences exactes nous enseigne comment ce qui naît du fond de la pensée se révèle en dernier ressort nativement approprié à l'expérience. À l'intuition sensible revient l'élaboration de la théorie scientifique par une fonction catalytique. En admettant que l'espace, forme de l'intuition externe, se soumette à la souveraineté du logos, le logos de l'espace diffère nécessairement de celui du monde. Il y a entre les deux une distinction nette et tranchée de structure intellectuelle. Carnap distingue l'espace formel pur agencement de relations de l'espace intuitif et de l'espace physique, montrant qu'à l'intérieur de ces espaces, il faut faire une distinction entre le topologique, le projectif et le métrique. Pour se retrouver soi-même, le logos doit toujours passer par un renoncement apparent à soi. La forme de la représentation symbolique que par l'abandon de l'imagerie sensible, là se situe la ligne de démarcation entre l'objet au sens de la physique et la simple chose de la perception sensible. En mathématiques règne partout le principe de la connexion nécessaire. La physique moderne a abdiqué la prétention à pénétrer dans l'intérieur de la nature. La cause première est absolue. Son seul problème consiste à épeler les phénomènes pour pouvoir les lire comme expérience. Par la vue desquels à Berkeley, j'obtiens les idées de lumière et de couleur avec leurs divers degrés de modification qualitative. Par le toucher, je perçois la dureté et la mollesse, le chaud et le froid. Le trait décisif de la théorie d'Einstein constitue à donner une interprétation intellectuelle toute nouvelle de l'équivalence entre masse inerte et masse pesante, qui figurait jusque-là un fait dépourvu de concept, une sorte de curiosité. Le quantum d'action de Planck est un pur factum. De la loi générale du rayonnement que Planck formulait, deux équations, le quantum d'action et la masse d'atomes d'hydrogène. Les fondateurs de la mécanique classique, Galilée, Kepler, Huygens et Newton, se situent seulement au début et non au terme de ce développement. Leur œuvre essentielle est d'accomplir le passage de l'intuition empirique à l'intuition pure, de concevoir le monde comme une multiplicité non de perceptions mais de formes, de figures et de grandeur. Un nouveau critère de la vérité sur lequel se construit la philosophie de Descartes ruine la domination de l'image du monde des formes substantielles. Ne peut prétendre la vérité à une valeur authentique de connaissance que ce qu'il est loisible de percevoir clairement et distinctement. L'apport du Leibniz à la physique empirique se bornait pour l'essentiel à sa formule du principe de conservation de la force vive qui a frayé la voie à la découverte du principe de conservation de l'énergie. Maxwell suit cette tradition. Le vrai sens de la question de savoir si nous comprenons ou non un processus naturel revient à dire « Pouvons-nous construire un modèle mécanique qui reproduise toutes les parties du processus ?» William Thomson. Planck se place sur le chemin
sur le terrain de la conception mécaniste du monde. Il reconnaît et applique partout le primat des principes sur les modèles. Le principe de moindre action ouvre une perspective nouvelle et générale sur la totalité de la nature dans la mesure où il entraîne le principe de conservation de l'énergie. Faraday prépare un tournant en dissolvant la réalité de la matière dans celle des lignes de force. Huygens est le premier penseur de la physique à avoir généralisé avec une rigueur scientifique la conception purement critique du devenir cosmique. Il a élevé la théorie corpusculaire au rang de science. L'espace, le temps et la matière sont indissolublement liés et ne sont définissables que dans leur réciprocité, et seule leur synthèse, leur corrélation et leur codétermination gardent une réalité physique. La fécondité de la théorie de Bohr atomique sur un modèle simple et clair. L'atome était un indivisible absolu, le non plus ultra. Il devient un système planétaire. La mécanique des quanta atteste, au cours de son développement, la tendance à adopter une forme toujours plus abstraite. L'unité du réel n'est assignable et définissable que comme la limite idéale des multiples variations des théories. Aucun système astronomique, celui de Copernic pas plus que celui de Ptolémée, ne peut prétendre à lui seul exprimer la vérité de l'ordre cosmique. Authentique idée transcendantale au sens kantien, avec laquelle aucune expérience particulière de caractère défini ne peut jamais coïncider. La physique obtient l'unité en progressant vers des symboles toujours plus généraux. Ernest Cassirer, La philosophie des formes symboliques, tome 3, La phénoménologie de la connaissance. Merci.